Bonjour à tous et bienvenue pour ce énième webinaire organisé par l'Université de Corse qui aujourd'hui a comme partenaire l'Académie européenne d'implants céramiques. Donc aujourd'hui, ce webinaire est organisé en partenariat avec French Tooth bien sûr, mais aussi grâce au soutien de Nobel Biocare, Camlog et Z-System. Aujourd'hui, donc, nous avons euh, comme invité Giancarlo Bianca, qui est président de l'Académie européenne d'implants céramiques, et nous avons comme modérateur le secrétaire général de cette association, Fabrice Baudot, qui est un confrère de Montpellier. Donc aujourd'hui, Giancarlo va nous parler donc des implants céramiques. Est-ce que c'est une alternative au titane? Est-ce qu'aujourd'hui, Giancarlo va nous permettre de remettre en question certaines convictions que nous avons acquises depuis 30 ans et répondre aussi aux nombreux points d'interrogation qui subsistent? Je suis persuadé que Giancarlo va nous faire une démonstration de tout ça et peut-être qu'à la fin de ce webinaire, nous verrons les choses complètement différemment. Donc, si toutefois vous avez des problèmes de connexion, je vous conseille, comme à l'accoutumée, d'utiliser Google Chrome. Voilà, Giancarlo, je te remercie donc d'être là aujourd'hui et je te laisse la parole pour 1 heure et demie. Fabrice, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, non, très, très bien, c'est parfait. Comme à l'habitude, Pascal. Parfait. Giancarlo, tu as la parole. Ah, excusez-moi, vous pouvez poser vos questions en les tapant et dans le chapitre questions et réponses, et Fabrice les relaiera de façon à ce que Jean-Carl puisse y répondre. Vas-y, Jean-Carl, je ne t'interromps plus, c'est promis. Merci, Pascal. Alors excusez-nous, le temps que Monsieur Bianca partage son écran pour qu'on puisse le voir tous ensemble. Désolé, petite minute. Oui, désolé, petit problème technique. Bonjour à tous. Voilà, je vous remercie. Je remercie donc French Tooth et Pascal et Fabrice. On avait l'idée, suite à la série de webinaires qu'on avait organisé avec l'Université de Corse, de parler d'un 8e sujet qui était l'implantologie en zircone. Alors, nous sommes bien sûr en collaboration avec l'Académie dont je suis président. Nous avons eu la chance de débuter cette aventure avec... Voilà donc l'Académie. Je voudrais vous présenter les membres fondateurs avec nos 2 vice-présidents, Simon Torgeman, Philippe Duchâtelard, Pascal Epp, notre secrétaire général, et Fabrice, juste une petite correction, c'est notre président scientifique, et Stéphanie Gouiran. Voilà, donc Pascal Valentini nous a fait confiance puisque nous avons démarré cette aventure en 2018 avec cette Académie européenne. Il est notre président d'honneur et nous a, on va dire, soutenu dans cette aventure et a commencé aussi à poser ses premiers implants zircon et peut-être qu'il nous en donnera son sentiment. Et il y a aussi Jochen Mellinghoff qui est notre ambassadeur pour l'Allemagne et qui nous a un peu initiés puisqu'il a commencé en 2001 la pose d'implants zircon avec le système Z.
Et je voudrais remercier bien sûr tout particulièrement Pascal Epp et Fabrice et je les associe dans cette présentation. Donc deux grands hommes, Brandmark et Sandaos. Ces deux hommes ont initié l'implantologie dans les années 60, Brandmark en 1965, mais le professeur Sandaos a commencé la céramique, son premier implant en alumine, qui était dans de la céramique plus fragile, en 1960, donc bien avant Brandmark. Cependant, les caractéristiques mécaniques de cet implant ont fait que ça a été voué à l'échec, puisqu'il y a eu beaucoup de fractures. Et donc, dans l'imaginaire de la plupart des confrères aujourd'hui, les implants céramiques ne fonctionnent pas, ils casseraient. Or, nous sommes dans une génération de la céramique où nous sommes sur des matériaux zircone et je vous expliquerai aujourd'hui l'intérêt d'un point de vue mécanique de ce matériau. Alors, une pensée d'Antoine de Saint-Exupéry qui me plaît énormément, c'est « La vérité de demain se nourrit de l'erreur d'hier ». Alors, mon idée aujourd'hui, ce n'est pas d'opposer le monde de la zircone au monde du titane. L'intérêt aujourd'hui, c'est d'éveiller quelques consciences sur quelques problématiques que nous rencontrons avec l'implantologie au titane chez des patients qui sont fragiles au niveau santé. Alors bien sûr, aujourd'hui, je suis utilisateur d'implants en titane. 80% de mon activité, c'est de l'implantologie au titane. Et sur des cas parodontaux terminaux de ce type, la technologie nous permet de faire des résultats, d'obtenir des résultats assez intéressants grâce à nos planifications chirurgicales, nos simulations qui nous permettent, grâce à des logiciels et des guides chirurgicaux, d'anticiper les résultats esthétiques de nos implants et d'obtenir des résultats à long terme. Donc, vous allez me dire à quoi sert d'avoir d'autres matériaux, puisque aujourd'hui, nous sommes assez satisfaits des résultats. Ici, ce sont des implants que l'on a mis en extraction-implantation immédiate, bien entendu, après avoir fait un assainissement parodontal. On a travaillé dans des conditions de santé parodontale suffisamment saines pour pouvoir mettre nos implants, faire des régénérations osseuses, et en positionnant nos piliers implantaires sur nos implants, nous allons sceller la jonction entre le pilier et l'implant, et à partir de là, nous éviterons tout remodelage osseux et tout risque infectieux. Moi, je voudrais aujourd'hui, et toute l'Académie voudrait attirer votre attention sur le fait que pour certains patients, ici une patiente qui est venue en consultation il y a tout juste 2 jours, c'est une patiente de 42 ans, patiente de Nice, qui est venue nous consulter après avoir vu 10 spécialistes différents. Pour vous raconter un peu l'histoire, c'est une patiente qui a eu des implants il y a tout juste 1 an, en position de 14 et 15. 10 jours après l'implantation des systèmes implantaires, elle a commencé à ressentir des problèmes de grande fatigue, d'insomnie. Elle ne dort plus que 2 heures par nuit. Elle a des goûts métalliques incessants dans la bouche, une sensation d'oppression et d'étouffement. Et en la questionnant dans la première consultation, elle me dit qu'elle souffre de réactions cutanées lorsqu'elle met des bijoux fantaisie ou une ceinture ou un ceinturon. Et donc, elle arrive avec un classeur avec 10 documents différents et elle a consulté pas moins de 10 spécialistes, pneumologues, cardiologues, chirurgiens maxillofaciaux, ORL, et bien entendu, personne ne trouve de solution pour cette patiente qui aujourd'hui est dans une incroyable souffrance. Et quand je lui ai dit que je comprenais tout à fait sa problématique, aujourd'hui, cette patiente a une allergie de type 4 que nous pouvons confirmer avec certains tests immunologiques dont on va parler. Et je lui ai appris que nous allions pouvoir l'aider, lui retirer ces 2 implants pour lui proposer d'autres solutions que des matériaux métalliques. Jean-Carlo, excuse-moi de te déranger, mais qu'est-ce que c'est qu'une allergie de type 4 ? Alors, l'allergie de type 4 est une allergie retardée
qui, à l'inverse de l'allergie que nous connaissons bien, qui est une allergie de type 1, où les patients finissent par avoir un œdème de coin qui finit à l'hôpital avec des antihistaminiques, des corticoïdes à forte dose, etc. Là, ce sont des allergies qu'on appelle plutôt des hypersensibilités et qui se mettent en place de façon insidieuse à long terme, on va dire. En général, ça peut aller de 10 jours, voire à 4 ans pour certains patients, parce que c'est extrêmement lent à se mettre en place. Alors, si on fait un petit historique de l'implantologie en titane avec ce qu'on a connu depuis l'ère de Bradmark, avec des implants à hexagone externe, la problématique que nous connaissons, bien sûr, c'est ce fameux remodelage osseux lorsque nous positionnons nos implants, en tout cas lorsque nous allons positionner nos piliers prothétiques ou nos prothèses, et il a été décrit un remodelage osseux qui se stabilise à la première spire. Donc, dans ce contexte-là, nous savons que la zone critique se situe et le point de départ de nos problématiques infectieuses et périimplantaires se situe à la jonction du pilier et de l'implant. Donc, dans ce superbe livre de Jean-Louis Giovanoli, qui a beaucoup travaillé et publié sur les problématiques de périimplantite, vous voyez ici un état surface rugueux qui est malheureusement contaminé dans le périimplant. Et nous avons des problématiques au départ de mucosite. Souvent, il y a une association avec peu de tissu kératinisé. Et si nous ne traitons pas les mucosites à ce stade par une augmentation de tissu épithélio-conjonctif et un assainissement, nous allons nous retrouver dans une situation catastrophique pour ce patient, cette patiente, qui au final se retrouve avec une perte osseuse et ici la dépose de l'implant. Alors, regardez en haut à gauche sur votre écran ce que vous voyez, un petit tatouage de la gencive qui signe aussi la problématique que je vais vous exposer. Des études montrent qu'il n'y a pas que les bactéries qui sont impliquées dans ces problématiques de périimplantite. Ici, on a plusieurs problèmes. Effectivement, premier problème, ce sont des surfaces rugueuses jusqu'au col de l'implant. Deuxième problème, prothèse scellée, mal ajustée, avec des limites qui ne sont pas festonnées, probablement du ciment qui a compliqué la situation, une couronne en chrome cobalt, donc un matériau qui est différent du matériau en titane, donc plusieurs phénomènes qui ont concouru à la perte de cet implant. Donc ça s'est soldé bien entendu par une extraction comblement osseux. Donc la prévalence des périimplantites, nous le savons, et elle est importante en ce qui concerne déjà les mucosites. Nous avons 80% des patients qui souffrent de mucosite au départ, avec une inflammation périphérique. Donc, ça concerne 50% de nos implants. Et si nous ne les traitons pas, ces mucosites, nous allons avoir entre 28 et 56% des sujets qui vont être concernés par des problématiques de perte osseuse et de périimplantite. Comme vous le voyez ici, c'est une de mes amies qui souffrait de périimplantite sur cet implant. Nous avons tenté une augmentation osseuse, un assainissement. Il est extrêmement compliqué d'assainir les implants. Fabrice connaît bien le sujet. Il utilise les assainissements avec du laser, mais c'est extrêmement compliqué d'aller détoxifier une surface et de pouvoir régénérer. Montbelli est collaborateur, donc ça c'est l'équipe de Genève, le service de parodontologie de Genève, qui montre que 20% des patients sont touchés par des problèmes de périimplantite. Et l'équipe également de Daubert et collaborateurs, qui a publié en 2015 que les périimplantites concernaient 26% des patients. C'est aussi une équipe du service de parodontologie de Seattle qui a énormément publié sur le sujet. Alors, la problématique, ce sont ces patients. Une patiente de notre cabinet qui avait été implantée 7 ans auparavant. Le travail semblait tout à fait correct. La maintenance est faite chaque année. Le bridge est en zircone, donc on ne peut pas parler de problème d'électrogalvanisme. Cependant, regardez la suppuration
autour de ce bridge en zircone et regardez le scanner, la coupe panoramique scanner qui montre qu'il y a une infection généralisée autour de ces implants. Alors, j'ai fait partie d'un groupe de travail avec Jean-Louis Giovanelli et nous avons travaillé sur les conditions locales qui pourraient favoriser les problématiques de périimplantite et notamment le choix des systèmes implantaires, des connectiques, l'influence des états de surface. Et les conclusions de nos réflexions et on va dire, des recherches bibliographiques étaient que malgré les études animales décrites par Berglund, les collaborateurs, et Albouy, qui nous montrent que les états de surface extrêmement rugueux ont des périimplantites beaucoup plus sévères et accélérés par rapport à la surface usinée, nous n'avons pas trouvé d'études prospectives montrant que les états de surface rugueuses modérés accéléraient ce type de processus. Cependant, ce qui est important de démontrer aujourd'hui et de parler, c'est que cliniquement, nous, ce que nous voyons quand nous examinons nos patients, c'est clairement ce que cette étude rétrospective multicentrique de Charalapakis et collaborateurs ont démontré en 2012. Sur cette étude, 245 patients ont été suivis entre 9 mois et 13 ans. Et les conclusions de cette étude démontrent que les états de surface rugueux, au-delà d'1 micron, ont beaucoup plus de chances d'avoir une périimplantite avant 4 ans. Et lorsqu'on évoque les états de surface lisses, nous avons une périimplantite qui arrive au-delà de 6 ans. Donc, effectivement, nous entendons ici ou là des confrères parler d'implants hybrides que nous avons connus avec Denis Tarnot, qui a mis au point un implant hybride dans les années 2000, il me semble. On va avoir on va dire une diminution de l'accélération, on va avoir quand même une périimplantite, mais retardée, vraisemblablement due par des phénomènes de corrosion. Donc, les conclusions de nos réflexions avec l'étude que nous avait fait Plancher, Jean-Louis, c'était que clairement, cliniquement, nous, ce qui est important pour éviter l'inflammation, c'est de privilégier des systèmes, des protocoles en 2 temps chirurgicaux, positionner le jour du stade 2 des piliers implantaires stériles de votre emballage et de sceller le périimplant avec votre pilier stérile et gérer vos tissus mous de manière à avoir une santé périimplantaire qui soit stable dans le temps. Et aussi utiliser des implants de type tissue level qui vont s'éloigner de la zone critique. Cependant, il y a d'autres théories citées ici sur cet article d'Ablerson et Yent qui démontrent que tout dispositif médicaux, que ce soit en orthopédie ou en implantologie, démontre qu'au final, avec dissolution de particules de métal, il va y avoir un phénomène immunologique qui concourt à l'expulsion de ces dispositifs médicaux. Et d'ailleurs, Daubert et collaborateurs de l'équipe de parodontologie de Seattle démontrent dans cette étude du Journal of Period de 2017 la présence de particules de métal sur des sites périimplantaires malades par rapport à des sites périimplantaires sains. Cette revue de littérature que je cite de Sami Noumissi, que je salue, qui est le président de l'Académie internationale d'implantologie en céramique et qui est basée aux États-Unis, qui a fait une excellente présentation sur Webinar le mois dernier sur AVC Dent, qui a publié cette revue de littérature montrant que la présence des particules ont 3 causes principales. La première, elle est d'origine électrique. Multiplier le nombre de métaux dans la bouche concourt à une dissolution de particules
de métal et notamment de titane. Vous avez aussi les risques liés à l'inflammation. Dès que vous avez un pH entre 3,5 et 7, donc de l'acidité, vous allez avoir des particules de métal qui vont se détacher des cols implantaires ou de la surface implantaire. Et vous avez une troisième problématique qui est mécanique, c'est-à-dire que quand vous avez des connectiques qui sont peu stables, comme des hexagones externes, vous allez avoir un phénomène de friction et de particules qui vont s'échapper. Et aujourd'hui, il y a un consensus parce que vous pourrez véritablement lire sur cette revue de littérature qui est très récente de 2019 sur le JOMI, qui montre plusieurs auteurs qui ont parlé de ces relargages de particules de métal. Alors certains comme Montbelli, de l'équipe de Genève, qui parle du phénomène inflammatoire qui va augmenter la dissolution de particules et qui va être un cofacteur de la périimplantite, et d'autres, comme il me semble Wang, qui parle d'une problématique immunologique, puisque sans présence de bactéries, il pourrait y avoir donc un phénomène immunologique qui pourrait concourir à la perte de ces implants. Jean-Carl, excuse-moi. Est-ce qu'on peut aussi, on a dit qu'on pouvait poser des questions oui, bien sûr, pendant bien sûr. l'intervention. Donc, est-ce qu'on peut évoquer d'autres origines du relargage du titane? C'est-à-dire que pendant la chirurgie, est-ce qu'il peut ne pas y avoir, pour des effets traumatiques au niveau de l'implant, ou bien à cause des instruments que l'on utilise pour préparer le site implantaire, déjà un relargage dû à un effet mécanique d'usure au moment de la pose de l'implant. Déjà pour relarguer du titane, qui pourrait, d'après ce que je comprends, être à l'origine d'une inflammation initiale. Tout à fait, Pascal. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans l'utilisation du système implantaire que j'utilise en titane, j'utilise des forêts en zircone. Il est clairement établi sur un des articles de cette revue de littérature du JOMI, publié par Romanos et collaborateurs, que lors de la préparation d'un site implantaire avec l'utilisation de forêts métalliques, on peut engendrer donc d'un relargage de particules lors du forage et lors même de l'insertion de votre implant. Il peut y avoir des relargages de particules de votre implant par friction sur l'ostéotomie lors de la pose de l'insertion de l'implant. Tout à fait d'accord avec toi. Et il y a de nombreuses publications qui convergent vers cette idée-là. Alors, les phénomènes de corrosion, ici, vous le voyez, certains confrères me disent, mais de la corrosion, on n'en voit pas. Effectivement, la corrosion, vous voyez cet implant, c'est assez extraordinaire. Vous avez des couronnes céramiques. Alors, ici, notamment sur des piliers intermédiaires prothétiques. En principe, on n'est pas en direct implant, donc on devrait s'éloigner du joint entre le pilier, du joint par rapport au niveau de l'os. Et pourtant, avec des couronnes en chrome cobalt, il y a un phénomène de corrosion dans le sens vertical de la couronne vers l'implant qui concourt à ces problématiques de corrosion et de phénomènes d'ostéoclasie et de destruction osseuse. Ici, regardez la surface, l'intrado de la prothèse. Quand vous voyez ce noir, c'est qu'il y a clairement un phénomène de corrosion. Cette étude le montre également. Si vous avez parfois des pertes prématurées d'implants, c'est clairement lié à ces phénomènes de corrosion. Donc, quand vous devez poser un implant titane, préoccupez-vous dans la bouche de votre patient de savoir si vous avez de l'or, un amalgame ou d'autres métaux qui pourraient poser un problème lorsque vous allez poser l'indication d'un implant en titane. Alors, excuse-moi, Jean-Carl. Longtemps, on a dit que ça ne pouvait pas se produire parce que instantanément, l'implant titane se recouvrait d'une couche d'oxyde qui était justement une protection contre ces risques d'électrogalvanisme et de relargage de particules de titane. Alors, comment tu expliques ça? Est-ce que cette couche d'oxyde de titane peut être altérée?
et entraîner, bien évidemment, un relargage de ces particules. Alors, alors, on nous a parlé bien sûr de passivation, mais la passivation de l'implant, c'est que lorsqu'on sort l'implant de l'emballage stérile, il est en contact avec l'oxygène et donc il y a ce phénomène de passivation par donc adhésion de l'oxygène et d'une oxyde, d'hydroxyde qui va se positionner sur le titane. Et d'après ce qu'un de mes confrères disait il y a un mois lors d'une conférence, c'est qu'on a une céramisation de la céramique lorsqu'on l'insère, de l'implant, pardon, lorsqu'on l'insère dans l'os. Cependant, lorsque cette surface est contaminée par des implants, à partir de là, la passivation ne joue plus, entre guillemets, puisque là, la surface le col implantaire qui va être dans le périimplant et va être directement en contact avec les bactéries et donc avec des parties et donc à ce stade-là, il va y avoir la passivation ne va plus pouvoir jouer le rôle d'inertie du matériau. Donc le problème vient essentiellement du périimplant et à partir de cette situation du périimplant, il va y avoir donc de l'acide, il va y avoir des acides liés à l'inflammation, il va y avoir des relargages de particules. Okay. Giancarlo, oui. Est-ce qu'il n'y a pas de questions de l'auditoire, mais est-ce qu'à ce stade de la conférence, on peut parler d'un protocole d'indication des implants céramiques et des implants de titane dans ta pratique, ou tu vas en parler un petit peu plus tard? Je vais en parler en fait un peu plus tard. Là je finis sur les problématiques du titane pour expliquer, tenter d'expliquer les raisons d'un choix sur le matériau zircone. Ici, donc, sur cet article publié donc en 2017 de Oliveira, qui démontre que lorsqu'il y a dissolution de particules de métal, il va y avoir une activation des macrophages qui vont libérer des cytokines et le système immunitaire va à ce moment-là libérer des ostéoclastes qui vont détruire l'os autour de l'implant. En fait, votre système immunitaire va repérer les particules de titane comme un corps étranger et donc l'implant va être ensuite bien sûr contaminé par les bactéries et un phénomène de destruction osseuse va être opéré pour relarguer et rejeter votre implant. Sauf si vous tentez de le décontaminer et de régénérer par une technique de régénération osseuse. Ici, cet article montre que les phénomènes de corrosion sont plus intenses sur le grade 5. Vous savez qu'en implantologie au titane, au départ, on utilisait plus de grade 4, donc des implants en titane pur, mais 80% aujourd'hui du marché est du grade 5, donc de l'utilisation d'implants avec de l'aluminium et du vanadium. Et donc, la corrosion résiste peu sur ces implants-là par rapport au grade 4. Il y a un autre phénomène que démontre cet article qui est l'utilisation de fluor. Le fluor va accélérer les phénomènes de corrosion. Donc, il ne faut en aucun cas proposer à des patients qui ont énormément d'implants, je ne parle pas d'un ou deux implants, mais qui ont beaucoup d'implants dans la bouche, éviter les dentifrices au fluor qui pourraient augmenter les risques de corrosion. Jean-Carl, une petite parenthèse. Est-ce qu'à ton avis, il y a certains implants qui ont une surface fluorée, hein, on crée un fluorure de titane, est-ce que ce pourrait être des implants plus à risque que d'autres? Oui, on a abordé la question ensemble à plusieurs reprises. Effectivement, je sais que certains systèmes ont travaillé avec du fluor pour améliorer la cicatrisation, mais selon certaines études, si le fluor augmente les risques de corrosion, qu'en serait-il au niveau d'une surface? Est-ce qu'il ne serait pas plus préjudiciable aux problématiques infectieuses
C'est un peu la question. Il faudrait reprendre un petit peu nos cas cliniques sur ces systèmes implantaires et savoir si on a plus de pertes que d'autres surfaces du même système à une époque précédente. Et on en saura plus. Ouais. Il y a une autre question qui me vient à l'esprit. Est-ce que le temps d'exposition de la surface implantaire à l'inflammation et donc un relargage lent de particules de titane pourrait expliquer la survenue tardive des périimplantites, c'est-à-dire entre 5 et 6 ans après la pose? Est-ce qu'il y a un temps d'exposition qui, à ton avis, peut être un facteur aggravant pour créer une périimplantite à partir du relargage de particules de titane? Je pense très sincèrement par rapport à ce cas que je vais vous exposer, c'est que je pense que les phénomènes qui sont tardifs sont probablement liés aux problèmes d'allergie ou d'hypersensibilité. C'est-à-dire que ce n'est pas immédiat, mais on pourrait penser que l'accumulation de particules de métal dans le temps et avec le nombre d'implants pourrait concourir à un processus immunitaire qui ferait que le problème est plus tardif, on va dire. Il y aurait donc un seuil Il au-delà y aurait un duquel seuil. la Oui, pathologie se déclarerait. tout à fait. J'ai notamment reçu une patiente qui avait 12 implants. Elle en avait eu 4 à la mandibule, 5 ans auparavant, et ensuite, on a réhabilité le haut en lui mettant 6 implants de plus. Donc, en tout, elle avait 10 implants. Lorsqu'on lui a mis les 6 implants supplémentaires en haut, à partir de là, elle a commencé à sentir tous des symptômes liés à des allergies. Donc, je pense qu'il doit y avoir un phénomène de seuil à partir duquel le système immunitaire et le corps ne peut plus supporter la quantité de métal, et surtout chez des patients aussi qui peuvent avoir des prothèses d'orthopédie, etc. Tous ces phénomènes vont être cumulés si les patients ont des prothèses de hanche, des prothèses de genoux. Ça commence à faire beaucoup de métal dans le corps. Alors, je voudrais vous parler aussi de cette patiente qui a eu 2 échecs à répétition sur un même site implantaire, ce qui aujourd'hui nous fait poser quand même pas mal de questions. Parce que cette patiente, c'est un cas parodontal, comme vous le voyez, elle a été traitée, elle était suivie tous les 6 mois, et malgré tout, avec cet implant, vous voyez la perte osseuse sur un site de 35, donc, qui a été retiré, le comblement osseux a été réalisé. Mon prédécesseur a remis un implant, on s'est dit, bon, c'était un hexagone externe, on va mettre un implant switching platform, peut-être qu'on va améliorer les choses. Et 1 an après, regardez la situation. Cette patiente est suivie tous les 6 mois en maintenance parodontale. Elle a eu un bridge finalement de contention en bas. Et regardez encore une perte de perte osseuse et perte implantaire. Et en discutant avec cette patiente, elle se plaint depuis toujours d'allergie au nickel. Et regardez la perte et le défaut osseux que cela a engendré. Et au final, elle n'a pas voulu avoir un 3e implant, et elle a préféré une solution de bridge. Donc, tout cela pour introduire le matériau en zircone. La pérennité biologique du matériau zircone pourrait venir de son inertie. Je m'expliquerai un peu plus tard. Nous connaissons la zircone en prothèse, que ce soit en prothèse sur dents naturelles et en prothèse implantaire aujourd'hui. Et vous connaissez la capacité de ce matériau à avoir des tissus parodontaux et périimplantaires sains tout autour. Ici à gauche, vous voyez 4 couronnes Procera qui ont 10 ans de recul, et avec, regardez la qualité de ces tissus. Et à droite, vous voyez un implant zircone avec sa couronne en site de 12. Alors, les premières générations d'implants en zircone, Z-System, que j'ai eu la chance d'utiliser en 2006, la plupart des systèmes, que ce soit Z-System ou d'autres, étaient des systèmes monoblocs. Quoi de plus naturel qu'un système monobloc qui, en définitive, ressemble à une dent naturelle dont on aurait fait une préparation coronopériphérique. Cependant, les implants monoblocs, c'est d'autres problématiques de pose, de situations cliniques qui sont peut-être plus délicates
à mettre en place, mais ici, nous n'avons aucun joint sur des piliers, des implants monoblocs, et vous voyez, vous avez une qualité tissulaire qui est assez extraordinaire. Donc, ce que l'on sait aujourd'hui sur la zircone, c'est qu'on a 2 fois moins de rétention bactérienne, et cette étude de Scarano et collaborateurs en 2004 le montre bien. On a 2 fois moins de rétention bactérienne sur la zircone que sur le titane. Ici à gauche, c'est une patiente qui venait d'arriver au cabinet, elle s'est installée, j'ai pris mon appareil photo, j'ai fait une photo. Regardez, il y a absolument peu de plaques bactériennes sur la zircone et on le voit et vous le savez déjà sur vos prothèses implantaires, c'est tout à fait le cas. Donc ça, c'est un grand avantage du matériau zircone. Cette étude in vivo aussi le confirme bien, que la zircone avec une faible énergie de surface, va présenter moins de rétention de bactéries et de plaques. Alors, je voulais vous montrer aussi et vous exposer cette étude animale qui a été réalisée par Rowling et collaborateurs en 2019. Donc, tel que l'a fait Albouy en son temps, c'est créer une périimplantite expérimentale autour d'implants de différentes catégories. Ici, ce sont des implants en tissue level, donc en général des implants qui sont moins risqués en termes d'infection périimplantaire. Ici, ce sont des implants Straumann, donc vous avez un implant Straumann en titane et un en zircone. Donc 20 cas ont été traités, que ce soit en titane et en zircone, 20 implants ont été posés. Et au final, les résultats, au bout de 2 semaines, les petits coordonnées qui ont été positionnés autour du périimplant, qui ont concouru à la périimplantite, ont été retirés. Et on a perdu un implant en titane et aucun implant en zircone. Cependant, dans l'article, il est notifié qu'on a eu plus de 30% de pertes osseuses supplémentaires sur le titane par rapport aux implants zircone. Et lorsqu'on a retiré les petites coordonnées, ça a continué à se détruire au niveau osseux autour des implants en titane par rapport aux implants en zircone, où ça s'est stabilisé. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure un petit peu dans cette étude? C'est qu'en définitive, on a un matériau totalement inerte qui n'a pas de relargage de métal, et vous avez du titane qui pourrait, c'est une hypothèse que je vous soumets, qui pourrait, avec des relargages de particules de métal, accélérer ce processus infectieux. Sachant que là, les couronnes qui ont été positionnées étaient en céramique. Donc, il n'y avait aucun autre métal qui pourrait nous faire penser à de la corrosion. Donc, voilà les conclusions de l'article qui montrent qu'il y a quand même beaucoup moins d'inflammation malgré cette périimplantite expérimentale sur la zircone par rapport au titane, et c'est donc l'avantage de ce matériau. Donc, oui. Excuse-moi, concernant les relargages de particules, il y a une question de l'auditoire concernant le nickel. Est-ce qu'il y a des études là-dessus? On va en parler justement. On va parler du nickel. Ok. On va en parler. En définitive, on a l'impression que c'est principalement le titane qui est en cause. Et dans des études que je vais vous montrer, certains montrent qu'il y a très peu d'allergies au titane, mais en fait, c'est principalement le nickel qui est en cause. Et ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que tous les implants en métal, que ce soit du grade 4 ou grade 5, ont des traces de nickel. Et là, je vais vous en parler un peu plus tard. D'accord. Alors, les perspectives, bien sûr, vous avez vu ce premier cas que je vous ai montré, qui est une de mes amies qui a eu cette problématique de périimplantite. Et là, vous notez bien un onnelet en or qu'elle avait sur sa 47, dont elle ne voulait pas se séparer, et d'autres métaux dans sa bouche. Donc, cette situation s'est terminée par la perte de l'implant. Un implant titane en zircone a été positionné, et vous voyez le résultat à 6 mois, à 48 mois. Et ici, vous voyez donc le résultat et la stabilité marginale de l'os autour de l'implant zircone à gauche. Et regardez les implants en titane, à droite, et les implants en titane à gauche,
vous voyez un peu la situation qui malheureusement se dégrade. On est sur un cas parodontal. Alors, l'implantologie en zircone, comme je vous disais, a commencé par des implants monoblocs de type Z-Look 3. Ce sont les premiers implants que j'ai eu la chance d'utiliser. Et regardez cet implant, lorsque vous le positionnez, les tissus, en définitive, vous en avez un maximum qui viennent carrément sur le pilier implantaire. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. La résistance mécanique de ce matériau, elle a été étudiée par Coal et collaborateurs. Elle est aujourd'hui extrêmement intéressante. Ce que l'on sait aujourd'hui de la zircone, certains internautes hier m'ont interpellé sur Facebook en me disant « mais on parle de quoi? Le zircone, c'est un métal, etc. » Oui, effectivement, le zirconium est un métal. Le zirconium est donc, fait partie du tableau de Mendeleïev et le 40e élément de la table, dans un sous-groupe du titane. C'est le matériau qui est quand même extrêmement résistant, mais c'est ce qu'on appelle un métal de transition. Suivant le procédé de fabrication, on va passer, on va dire, d'une phase monoclinique à une phase tétragonale, et il sera à ce moment-là, là je voulais vous montrer, donc il sera sous forme d'un polycristal qui sera extrêmement résistant. Ce que je voulais vous montrer ici, c'est sa propriété aussi d'autoréparation, c'est-à-dire qu'en cas de fissure, il y a un phénomène d'autoréparation de la zircone qui lui donne quand même ses propriétés mécaniques de résistance. Donc, la zircone aujourd'hui, c'est un polycristal, une céramique polycristalline. Le verre est donc beaucoup plus fragile puisqu'il est monocristal. Et là, on a un processus de fabrication qui est soit on va renforcer ce zircone avec donc cet oxyde de zircone avec de l'yttrium ou avec de l'alumine pour concourir à un matériau qui sera beaucoup plus résistant. Donc, pour récapituler, le zirconium est un métal, mais lorsqu'il est oxydé, il va devenir une céramique et va perdre toutes les propriétés d'une céramique. Du Ici, métal, toutes les propriétés d'un métal, excusez-moi. Ouais. Donc, dans la classification des céramiques, ici, vous avez en numéro 1, bien sûr, les céramiques vitreuses, et notamment le verre, et en numéro 3, le polycristal de zircone. Donc, la perte donc, des propriétés de ce métal, au départ, c'est qu'effectivement, plus de conductibilité thermique et plus de conductibilité électrique, donc plus de relargage de particules. Donc, c'est un matériau qu'on trouve dans des carrières et sur des plages en général. Et il y a différents procédés de fabrication, notamment chez Z-System. Donc, c'est l'oxyde de zircone est mélangé avec de l'yttrium et on fabrique soit des implants que vous voyez à droite, soit des instruments si nous ajoutons de l'alumine. Et ce sont des matériaux qui sont compactés à chaud et qui sont taillés pour fabriquer soit des instruments, soit des implants. Giancarlo, il est peut-être intéressant de souligner que ça n'a rien à voir avec l'oxyde de titane, la passivation, parce que là, c'est une oxydation dans la masse et non pas une oxydation de surface du zirconium. C'est bien ça. Tout à fait, oui, oui. Là on est carrément, c'est une céramique, donc à partir de là, lorsque vous allez avoir une ostéo-intégration, il ne va pas y avoir un oxyde en contact avec l'os. C'est directement la céramique qui sera en contact avec l'os. Tout à fait. Donc, les surfaces utilisées ici chez Z-System, ce sont des surfaces modifiées au laser. Par contre, chez Nobel, donc, vous avez plutôt de l'ATZ, qui est donc principalement de l'oxyde de zirconium associé à de l'alumine et associé à de l'yttrium. Donc, c'est un mélange et avec une augmentation d'alumine.
et les surfaces sont sablées ici pour cet implant Nobel Pearl. Pour ce qui est du système Camlog, ici on est sur un autre procédé de fabrication. Donc c'est un procédé par injection dans un moule. On va injecter dans un moule on va dire la zircone, l'YTZP, donc en HIP. Ici, ensuite c'est mis dans un four et monté à chaud. Et donc là, vous sortez directement des implants qui sont déjà et qui ont la forme originelle avec la surface déjà complètement réalisée. Donc, on n'est pas dans un procédé dans une machine usineuse qui va tailler les blocs de zircone comme les implants précédents. Donc ici, ce que l'on sait des propriétés mécaniques de la zircone par rapport au titane, c'est qu'effectivement, la zircone est beaucoup plus résistante que le titane. Et vous voyez ici que dans les catégories des céramiques, la zircone est la plus résistante à la flexion que toutes les catégories des céramiques que l'on connaît en prothèse. Donc là, cette résistance, malheureusement, dans le temps, diminue, que ce soit pour le titane et la zircone, ce qui pourrait expliquer des phénomènes de fracture du titane parfois, surtout sur des implants de grade 4. Donc, elle est en application, bien sûr, en orthopédie et dans beaucoup de domaines. C'est un matériau très utilisé. Donc, les implants en titane, effectivement, j'ai beaucoup vu d'implants en titane fracturés. Et jusqu'à présent, les implants en zircone, cela fait maintenant 14 ans que j'en pose, j'ai vu aucune fracture d'implant, de mes implants en zircone. Cependant, il faut respecter on va dire des conditions d'implantation en fonction du diamètre de l'implant à mettre en place ici. Donc, des risques de fracture sont tout de même liés à des conditions où vous allez connecter avec des dents naturelles. Si vous n'augmentez pas, vous allez mettre des implants les plus étroits. Et à ce moment-là, vous avez, comme l'étude de Galère l'a montré, des fractures d'implants de 3,25 en zircone. Mais bien entendu, si vous mettez un implant de 3,25 sur une molaire, que ce soit en titane ou en zircone, vous aurez des fractures. Donc, il faut respecter des principes biomécaniques que l'on connaît déjà sur les implants en titane. On va mettre un implant par dent manquante, on va choisir un diamètre de 5 mm sur une molaire et bien sûr, on fait attention aux patients Bruxoman. Donc, en termes de résistance… Pardon ? Il te reste 45 minutes. Giancarlo, on a une question sur les procédés de fabrication que tu viens d'exposer. Est-ce qu'il y a un meilleur procédé qu'un autre selon toi entre la TZP et l'Y? Aujourd'hui, c'est extrêmement difficile de donner un avis d'utilisateur. Bon, vous savez que chaque système va mettre en avant le fait qu'il a le meilleur système implantaire et le meilleur procédé de fabrication. Il semblerait toutefois que les techniques de compression, on va dire de HIP, seraient meilleures en termes de résistance. Mais il semblerait, les études ne sont pas assez poussées pour cela, pour donner un avis clair sur le sujet. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on est au début de cette implantologie-là et ça demande beaucoup plus d'études que l'on a aujourd'hui à disposition. Il y a des systèmes implantaires qui permettent le fraisage de la céramique. Oui. Ce sont lesquels et les autres, il faut éviter de fraiser, si j'ai bien compris. Est-ce que ça peut être un argument pour sélectionner tel ou tel système? Exactement. Donc, vous avez, en fonction des systèmes implantaires, vous allez avoir on va vous dire, il ne faut surtout pas toucher les piliers implantaires parce que vous allez fragiliser l'implant. Je ne vais pas citer de nom. Ouais. Donc, à partir du moment où vous pouvez toucher de la zircone et qu'on vous permet de le faire, c'est que cette zircone sera nécessairement plus résistante. Donc, ça peut vous donner une indication sur le choix. C'est les procédés de fabrication par usinage, cela. Ce n'est pas les procédés par injection qu'on peut fraiser. Exactement. Par usinage, effectivement, ce sont les seuls systèmes que l'on peut fraiser. Tout à fait. D'accord.
Donc ça, c'est mon premier cas implantaire que je vais vous montrer, qui a 14 ans de recul. C'est, on va dire, mon test in vivo d'un patient bruxomane, donc test mécanique sur une patiente qui n'a jamais fracturé ses implants. Donc cette patiente, elle a fracturé ses piliers de bridge dans le secteur 2 et nous avons fait une augmentation de sinus, ici un scanora de contrôle qui montre l'augmentation avec la xénogreffe et nous avons posé ces implants de troisième génération Z-System. À l'époque, on mettait des plaques de surélévation pour éviter que le bol alimentaire vienne stimuler les implants. Donc, ce cas, bien sûr, la patiente partait avec des gouttières de surélévation et lors de la mastication, elle devait manger essentiellement avec ces gouttières. Donc, regardez, à l'époque, il n'y avait pas de système d'empreinte spécifique, c'était assez archaïque, petits coordonnées, empreintes de type conventionnel. Et voici le résultat de ce cas clinique. Au bout de 5 ans, elle a délaminé toutes ces céramiques. Cependant, les implants aujourd'hui ont 14 ans de recul et résistent parfaitement. Regardez le niveau marginal de l'os à ce niveau-là. Et c'est quand même assez intéressant de voir que les implants en céramique, ça ne casse pas. Donc si aujourd'hui, l'évolution du marché se fait sur des systèmes en deux parties. On est parti des implants dans les années 60 avec le système de Sandaos, le Serasand, et ensuite il y a eu le Z1, donc première génération de Z-System qui était comme le brandmark de l'époque, et le Z3 que j'ai eu la chance d'utiliser. Dans la catégorie des Z-System, on est à des systèmes maintenant en deux parties. Je vous avouerai que je reste sur l'utilisation d'un plan monobloc, j'affectionne particulièrement, mais vous avez des bonnes levels, etc., qui sont intéressants pour ceux qui aiment les bonnes levels. Et vous avez le système Nobel Pearl et Seraloc qui montrent aussi un grand intérêt en termes de biomécanique et de biologie. Donc, que je vous conseille. Aujourd'hui, on n'utilise pas qu'un système implantaire, j'en utilise deux, à tout vous dire. On ne peut pas traiter tous les cas cliniques avec un seul système implantaire, à mon sens. Jean-Carlo, oui. Excuse-moi. Si tu pouvais revenir sur la diapositive précédente. Voilà, d'après ce qu'on voit, non, sur les, voilà, c'est ça, exactement. Est-ce que, non, la diapositive où on voit l'évolution des implants, voilà. Pardon. Très bien. D'après ce que je vois ici, on ne peut faire que de la prothèse scellée sur ces systèmes-là, même s'ils sont en deux parties. Ou y a-t-il la possibilité de faire de la prothèse vissée? On peut faire. Non, justement, tous les systèmes monoblocs et notamment des systèmes où il y a des piliers collés, sont des systèmes scellés. On ne peut pas faire de système vissé. Et même le bon level ici, c'est aussi également de la prothèse scellée. Par contre, avec le Nobel Pearl et avec le Seralog, on peut faire de la prothèse vissée. C'est vraiment l'intérêt de ces systèmes-là qui nous rapprochent plus de l'implantologie au titane que l'on connaît. Alors, dans ces cas-là, je vois que les vis, en revanche, sont en métal, non? Voilà, on va en parler. En ce qui concerne le système de Nobel, c'est une vis en fibre de carbone et PIC. Et par contre, sur le système Seralog, on a soit des vis en titane, soit des vis en or. Alors, d'un côté, effectivement, quand on a des systèmes métalliques de vissage, de rétention, ils vont être beaucoup plus étroits que la vis du Nobel Pearl qui est plus large. Donc, on a toujours des avantages et des inconvénients à tout système. En ce qui concerne l'ostéo-intégration, on va passer assez vite. L'ostéo-intégration, elle a été bien sûr découverte il y a plus de 20 ans sur la lumine. On sait que c'était un matériau extraordinairement biocompatible qui permet une bonne ostéo-intégration, mais ces implants aussi se fracturaient. Il y a eu des études animales très intéressantes de Akagawa en 86, 93 et 98, une excellente étude de Senerbi et collaborateurs en 2016, je passe assez rapidement sur le sujet, mais qui ont démontré qu'il y avait une parfaite ostéo-intégration sur des surfaces en zircone modifiées qui étaient comparables aux surfaces titane modifiées. Donc,
il n'y a pas d'incertitude. Ce que je rappelais tout à l'heure, c'est que là, on a une étroite, on va dire, ostéo-intégration. Il n'y a pas une couche d'oxyde là sur la zircone. On est donc céramique avec directement un contact des ostéoblastes vis-à-vis de la céramique. Donc, on peut penser que s'il y a un phénomène de perte osseuse sur la partie, on va dire, rugueuse de la zircone, malgré le fait qu'il y ait une contamination, il y aura peut-être moins d'incidence en termes, on va dire, en termes d'incidence infectieuse et développement rapide de la périimplantite. On peut le penser, mais on n'en est pas sûr aujourd'hui. Alors, il y a des preuves de l'ostéo-intégration et de la surface de contact os-implant grâce à ces études Dieprich et Coal qui montrent qu'on a un BIC qui est comparable entre le titane et la zircone sur ces études. Ici, vous avez une revue de littérature de Montbellier et collaborateurs qui montre sur 1519 articles, 14 articles ont été retenus. Seulement, le recul de ces articles n'est que d'un an et nous avons en moyenne 93,79% de succès sur tous ces auteurs-là. Et aujourd'hui, sur des systèmes en deux parties, vous avez donc 96 à voire 98% de taux de succès sur ces implants en deux parties. Donc, je vais vous montrer un film. Oui. Juste une question avant de commencer la vidéo. Concernant les piliers transgingivaux sur les implants en deux pièces, en deux parties, une question me demandait si c'était en zircone et j'ai répondu en pic. Est-ce que c'est exact? Le matériau utilisé pour les piliers transgingivaux? Alors, pour les piliers transgingivaux chez Seralogue, ça va être essentiellement des piliers en pic, tu peux le confirmer puisque tu travailles beaucoup avec ce système. Et concernant le Nobel Pearl que j'utilise, ce sont des piliers en zircone. Ah, d'accord. Ok. Les piliers sont en zircone. Cependant, il y a aussi des piliers en pic que l'on utilise pour faire des provisoires ou que l'on pourrait utiliser éventuellement pour coller une armature en pic par-dessus si on veut garder de la résilience. Donc, on a les deux choix possibles. Mais au départ, ça a été fait pour utiliser essentiellement des piliers en zircone chez Nobel Pearl. Il y a plus de résilience. Il y a des questions aussi, mais je pense que tu vas y revenir, sur le protocole d'indication des implants avec les tests allergiques, etc. Tu y reviens. On va y venir. Oui, j'y reviens. Parce qu'ils sont impatients là. Oui. Là, on va aborder les cas cliniques. Et là, je vais revenir sur le sujet. Donc ici, une pose d'implant sur un site 26 et 27. Donc, on est sur des implants Nobel Pearl en deux parties. Et donc, ces implants ont un protocole de forage c'est un implant conique. Donc, vous avez un protocole de forage qui est identique à l'implant de type Replace pour les utilisateurs du système Nobel. Donc, vous allez avoir un forêt pointeur, un forêt 2 mm et ensuite des forêts coniques qui vont nous permettre de faire l'ostéotomie et de positionner les implants. Alors, la difficulté, si je puis dire, de ces implants en deux parties, c'est le torque d'insertion. Ces implants, on doit être extrêmement vigilant sur le torque d'insertion parce qu'on exerce des contraintes énormes au niveau du col implantaire. Lorsqu'on va mettre directement le connecteur, vous allez voir, sur la tête de l'implant et que nous allons présenter l'implant sur l'alvéole. Et lorsqu'on va l'insérer, il ne va pas falloir dépasser 35 newtons. Sinon, il y a à ce moment-là un risque d'éclat de la céramique. Donc, voilà la contrainte qu'il y a sur les implants en zircone en deux parties. Il y a moins de risques sur les implants monoblocs. On peut imprimer un torque bien supérieur qui peut aller au-delà de 70 newtons. Je l'ai pratiqué
il n'y a absolument aucun risque de fracture. En revanche, ici, vous voyez, je fais très attention, il faut surpréparer les ostéotomies, éventuellement systématiser l'utilisation de tarots que vous ne voyez pas sur ce film, mais c'est très important de bien surpréparer ces implants au niveau de l'ostéotomie. Et ici, moi, je mets ces implants. Alors, vous avez deux possibilités de mettre ces implants. Soit vous les mettez à 0,6 mm du niveau osseux, soit à 1,6 mm. J'ai tendance à les mettre à 1,6 mm en tissu level. Voilà. Et là, on referme le site de l'implant, le site chirurgical. Donc, ici, Giancarlo, oui. en quel matériau sont les forêts système Nobel? Ils sont en métal. En métal. En titane. En titane. Donc, disons que moi, je serais plutôt d'avis par rapport à ce qu'on a évoqué précédemment avec Pascal, et les études le montrent bien, c'est que la préparation d'un site implantaire, il y a quand même des relargages de particules. Donc, moi, je pousse Nobel et tous les systèmes implantaires à utiliser des forêts en zircone, et même pour les systèmes en titane, aujourd'hui, j'utilise que des forêts en zircone pour poser mes implants en titane, Carat 4. Ah oui, carrément. Ouais. Oui, tout à fait. Donc, ici, je vais vous présenter une autre patiente atteinte de fibromyalgie et allergique au nickel depuis toujours. Cette patiente s'est présentée en consultation. Elle avait 3 implants Straumann. Je le cite parce que bon, ça n'a pas d'importance véritablement, mais c'est pour moi un système de référence. Ouais. Je le cite pour dire que ce n'est pas lié à l'implant, mais c'est lié à l'état général de la patiente. L'état général de la patiente, c'est une patiente donc qui se sait être allergique depuis toujours et qui est atteinte de fibromyalgie, qui est une maladie auto-immune. Donc cette patiente, côté gauche, elle a ses implants qui ont parfaitement fonctionné, implant Straumann, et du côté droit, elle a son bridge, et elle arrive un jour avec son bridge à la main et les implants. Donc, on lui a fait faire un test d'allergologie montrant qu'elle était allergique au nickel. Et je vais vous montrer un peu plus tard des études qui démontrent qu'effectivement, le problème vient beaucoup plus du nickel que du titane. Donc, elle a perdu ses implants, on lui a fait une augmentation osseuse sous-sinusienne, et là, vous avez la préparation des sites implantaires avec des Nobel Pearl sur des sites greffés. Et donc, nous avons positionné 3 implants Nobel Pearl, ici, en 2 temps chirurgicaux. Vous voyez, donc, il y a une légère exposition parce que j'ai mis les implants à un peu plus au-dessus de la crête de 1,6 mm. Donc, ça a exposé les vis de couverture qui sont en pic. On a fait une gestion tissulaire ici. Et voilà le bridge, en tout cas les 3 couronnes solidaires qui ont été positionnées avec les vis Vicarbo du système Nobel Pearl. C'est un cas de Christian Richem que je salue. Alors, bien sûr, il y a un déficit tissulaire, mais vous voyez que ce déficit tissulaire, nous allons le gérer prochainement avec une greffe épithélio-conjonctive, mais la patiente a été malade, donc je ne l'ai vue qu'1 an après, et on s'est retrouvé dans cette situation. Donc, vous voyez qu'il y a très peu de bactéries. Ça ne me gêne pas véritablement, ni à la patiente non plus. Cependant, on va faire un petit aménagement tissulaire. Regardez le cas clinique avec la cicatrisation dans les greffes sous-sinusiennes, qui est assez stable, et le côté gauche avec les implants Straumann. C'est un cas parodontal. Et ici, le cas de Fabrice, donc peut-être que tu peux commenter. C'est une patiente fumeuse avec une parodontite qui a été traitée et qui présentait effectivement à l'examen préopératoire sur son questionnaire médical. Elle manifestait des signes allergiques, comme tu le disais, aux bijoux de pacotille et autres. Et donc, dans cette optique, de manière préventive, j'ai décidé de lui proposer des implants céramiques. Et donc, moi, je suis un transfuge aussi entre le titane et la céramique, et j'utilise maintenant les monoblocs, mais à l'époque, j'ai utilisé ces implants qui nous permettent de faire de la prothèse transvissée. Donc,
c'est un cas de prothèse transvissée qu'on a fait sur cette patiente. Voilà, donc j'ai utilisé très simplement les céralogues. La vidéo que tu nous as mise sur Facebook est assez intéressante, si vous voulez la voir. Et en plus, c'est en technique flapless que tu as pu faire ces implants avec un petit Voilà. sinus lift ici à droite. Sinus lift, voilà, voie verticale, comme Marcel nous l'a montré lors de notre workshop à l'académie. Voilà. Et la réalisation prothétique avec. Tu as utilisé des vis en titane ou en or? Là, ce sont des vis en titane que j'ai utilisées. Ouais. On la voit sur la photo de gauche, là. C'est la couronne avec la vis en titane transvissée. Et donc, les piliers sont en pic, non? Les piliers sont en pic pour avoir plus de résilience, comme tu disais, parce que c'est extrêmement dur, la zircone, et avec la céramique de reconstruction. Donc, il y a une jonction un peu plus résiliente. Voilà. Ça fonctionne très bien. La patiente n'a pas souhaité une molaire de plus. Il y avait des risques opératoires liés au sinus. Donc, on a décidé de faire une arcade prémolaire sur le secteur 1. Très bien, superbe. Donc, je vais continuer avec la biocompatibilité des tissus mous et le fait qu'on a une meilleure étanchéité autour d'un implant zircone par rapport au titane. Donc, qu'est-ce que la biocompatibilité? C'est en définitive une absence de réponse immunitaire ou inflammatoire. Et ici, vous voyez en fait que ce matériau est totalement inerte, comme je vous le disais, puisqu'on a perdu toutes les propriétés d'un métal, puisqu'on n'a pas d'électrons libres, pas de corrosion, pas de tatouage. Donc, il n'y a pas comme le dit, quand on lui montre cet article qui a été publié par Negadari en 2017, il n'y a pas de cytokine pro-inflammatoire dans le sulcus et donc pas de risque effectivement d'avoir des phénomènes de destruction tissulaire à partir des tissus mous et donc au niveau osseux. Donc, on a une excellente tolérance des tissus mous et cet article que Fabrice m'a confié aussi, de Tête et collaborateurs, avec Scarano, qu'on connaît bien, en 2009, qui a démontré qu'autour de la zircone, on avait des fibres de collagène qui étaient pratiquement identiques aux dents naturelles. C'est pratiquement perpendiculaire, non? Tu le confirmes, Fabrice? Oui. Cet article qui montre très bien qu'on est dans une configuration de l'attache qui est comparable à des dents naturelles par rapport au titane où on a des fibres de collagène qui sont parallèles. Donc là, on a beaucoup plus de risques de contamination. Donc, comme on le disait, bien sûr, on parlait de couches protectrices passivantes. Sincèrement, je n'y crois guère. Quand je vois la plupart de ces patients que je vois en consultation avec des tatouages, on peut imaginer qu'il y a nécessairement un phénomène de corrosion qui se voit immédiatement. Alors ça aussi, très intéressant, cet article que je vous conseille, que Fabrice nous a confié, cet article de Lee qui montre qu'en définitive, quand on compare la zircone, en tout cas l'attache épithélioconjonctif de la zircone vis-à-vis d'une dent naturelle, de l'hydroxyapatite et du titane, on se rend compte qu'on est très proche de la quantité de tissu conjonctif d'une dent naturelle avec la zircone. Par rapport au titane ici que vous voyez, ici on a très peu de tissu conjonctif en bleu par rapport à la quantité d'épithélium. Et là, entre les dents naturelles et la zircone, on a le tissu conjonctif qui est comparable en termes de quantitatif. Donc, c'est ce qui montre qu'on est proche de la taille d'une dent naturelle lorsque nous utilisons des implants en zircone. Alors, je vais continuer sur ces problématiques d'hypersensibilité. Ça, c'est ma première patiente que j'ai connue en 2011 et qui me parlait d'allergie. À l'époque, j'étais sûr, comme vous tous, qu'il n'y avait pas d'allergie au titane. Et c'est ce qui m'a poussé à m'intéresser à ces problématiques, en tout cas de m'intéresser à la zircone,
ne sachant pas que ça existait, cette patiente s'est présentée en consultation, toujours pareil, insomnie, grande fatigue, asthénie, brûlure de la langue, brûlure des muqueuses, goût métallique. C'est le signe d'un problème d'hypersensibilité ou allergie de type 4. Et donc, cette patiente a voulu absolument faire un test lymphocytaire qui n'existait qu'à Genève, en Suisse, et qui existe toujours qu'à Genève, en Suisse. Il n'y a aucun laboratoire en France qui a la capacité de réaliser ces tests d'immunologie pour savoir si ces patients sont allergiques. Donc, tel que Montbelli et collaborateurs l'ont décrit dans cet article de 2018, il y a donc un processus inflammatoire qui se met en route. Donc, le titane, il y a une érosion au niveau de la surface du titane, des particules qui sont relarguées, et un implant a été rejeté ici, vous le voyez, le dernier implant le plus distal, et les autres, finalement, sont restés en place, mais avec des périimplantites. Et quand j'ai regardé les matériaux qu'on lui avait mis sur ces prothèses, entre les piliers implantaires et les couronnes, il y avait déjà 2 matériaux totalement différents au titane. Donc, clairement, un problème d'électrogalvanisme. Et là, si on consulte la littérature, il y a 120 articles qui abordent les problématiques de l'allergie au titane. Donc, ce qui pose problème dans notre discipline, c'est la quantité de métaux qu'on utilise. Il y a beaucoup de métaux qu'on utilise en dentisterie. Et aujourd'hui, cette consoeur immunologiste qui a énormément publié, qui est une consoeur suédoise, a mis au point ce test MELISA, ce test lymphocytaire qu'on ne peut pas trouver justement en France. Et au départ, j'adressais mes patients à Genève, et aujourd'hui, j'ai un confrère biologiste qui me permet de réaliser ces tests avec des patients qui viennent en consultation. Et ces tests d'allergologie vont nous permettre de mettre en contact du sang du patient tous les allergènes potentiels qu'il peut y avoir dans la bouche de vos patients. Donc, il suffit de demander à votre patient d'ouvrir la bouche et de voir s'il a de l'or, s'il a du chrome cobalt, du nickel, du titane, est-ce que c'est du grade 4 ou du grade 5, de l'aluminium, et vous testez. En tout cas, ils vont vous tester, grâce à ce test immunologique, le fait qu'il y a une augmentation de lymphocytes T en fonction de l'allergène qui est concerné. Donc, cette étude montre bien la fiabilité de ces tests immunologiques, et ça a été publié en 2003. Et lorsque vous voyez donc un patient qui se présente en consultation, qui a au départ une maladie auto-immune, qui présente donc tous les symptômes que je vous ai décrits, fatigue, rage cutanée, douleur, le patient semble un peu embrumé, il cherche ses mots, il présente des réactions cutanées avec un bracelet de montre, un bouton de jean, une boucle de ceinture, ou les femmes notamment avec les bijoux fantaisie, vous savez que le patient a déjà des problématiques d'allergie, si ce n'est pas au titane, c'est en tout cas au nickel. Et ces patients qui présentaient ces symptômes, dans l'article qui a présenté donc Vera Stejskal, ces patients, on leur a réalisé les tests immunologiques, et il n'y avait que 2 à 7% de ces patients qui étaient allergiques au titane. La plupart de ces patients qui présentaient ces symptômes étaient plutôt allergiques, entre 22 à 47% étaient hypersensibles au nickel. Donc le problème principal aujourd'hui est moins le titane et plus le nickel. Donc il faut vous préoccuper de ces symptomatologies que vous décrivent les patients en première consultation. Donc, ce test MELISA, une fois qu'il est réalisé, vous avez soit le test est négatif, la valeur est inférieure à 2, soit il est positif et la valeur qui est décrite est supérieure à 3. Donc, attention à toute cette liste de patients avec des maladies auto-immunes. Il y a 8% de la population atteinte de maladies auto-immunes. Ça va de la sclérose en plaques, rhumatisme articulaire aigu, fibromyalgie, lupus, lichen. Vous avez la maladie de Gougerot et d'autres maladies auto-immunes au niveau de la thyroïde. Donc, cette patiente que je vous ai présentée précédemment, qui était la première patiente
que je voyais avec une allergie est venu avec son test qui montrait donc un SI supérieur à 3. Donc, cela confirmait l'allergie au titane pour cette patiente. Alors, c'est vrai que lorsque l'on voit cette publication de Alberto Sicilia, qui est le président de notre Académie européenne, l'EAO, qui a montré sur cette étude 1500 patients traités, il n'avait eu que 0,6% de patients allergiques au titane. Cependant, lorsque vous regardez sous l'œil des spécialistes en dermatologie, c'est plutôt des résultats autour de 5,7% des patients qui sont allergiques au nickel, au titane, pardon. On parle du titane. Giancarlo, est-ce que ce phénomène allergique peut évoluer dans la vie du patient? Quelqu'un qui n'est pas allergique tout jeune peut le devenir? Alors, déjà, il y a des terrains allergiques que l'on connaît avec des jeunes patients qui ont des peaux atopiques ou qui ont des problématiques d'asthme, etc. Ce sont des terrains déjà très allergiques. Et l'allergie, au départ, vous avez des petites allergies, et puis comme vous avez un terrain allergique, vous commencez à être allergique à beaucoup plus de choses, des graminées, de la poussière, et puis ça finit par être d'autres choses, et puis le métal. En fait, aujourd'hui, avec la contamination de l'air, les polluants, etc., tout ce qu'on nous donne à manger aussi, quand on voit ce qui est publié ici dans le monde, une alerte sur les dangers du dioxyde de titane que l'on met dans tous les aliments, dans les crèmes solaires, dans les dentifrices, etc., on est en train d'arroser, on va dire, partout autour de nous des allergènes qui vont faire qu'on va sensibiliser une population à des allergies de plus en plus fréquentes. C'est pour ça que nous devons être très alertes lorsque nous voyons nos patients et vraiment discuter au départ de leur santé générale. Et souvent, vous verrez qu'il y a des problématiques de terrain d'allergie. Donc on pourrait éventuellement définir une des indications des implants céramiques chez les jeunes patients qui vont avoir toute la vie derrière eux avec potentiellement des risques de développement d'allergie, même s'ils ne les ont pas à l'instant T de l'implantation. Je pense que ça peut être toute catégorie de patients à partir du moment où il y a un risque potentiel allergique, un terrain allergique, il faut absolument leur indiquer un autre matériau que le métal. Et même de manière préventive, chez le jeune par exemple. Oui, de manière préventive, oui, tout à fait. Mais pour l'instant, tu sais comme moi qu'il n'est pas établi que c'est selon, on va dire, selon ce que l'on connaît comme, on va dire, les données acquises de la science ne sont pas la zircone, donc il faut rester quand même assez prudent. On a beaucoup de recherches à faire, beaucoup de publications à faire pour qu'à un moment donné, on crédibilise un peu plus la zircone et pas entendre ce que j'entends bien souvent des confrères très connus qui disent l'implant ça casse, l'implant ça marche pas, l'implant. Il faut informer nos confrères qu'on est en face d'un autre matériau différent qui nécessite beaucoup plus de recherche aujourd'hui. On est en retard sur la recherche, il y a plein de choses à faire, mais qui est comparable en tout point aux matériaux en titane. Giancarlo, il te reste un quart d'heure. Oui, on va aller vite. Donc, cette patiente, on a fini par la traiter avec des implants zircone et on a du recul clinique sur cette patiente. Et bien sûr, on travaille essentiellement sur les implants zircone. On est plutôt sur la vision du tissue level que le bone level. Voilà 8 ans de recul sur cette patiente. Alors, il y a des problématiques dans d'autres domaines de la médecine, l'orthopédie. Cette patiente qui se présente avec une problématique, on vient de lui mettre un implant dans sa main. Ici, et on voit la destruction de l'os de cet implant en titane. Et au final, quand on regarde aussi la littérature en orthopédie, ils ont beaucoup de problématiques d'hypersensibilité aux métaux, autant que nous d'ailleurs. Et quand vous regardez chez cette patiente sa bouche, et vous regardez aussi ce qu'elle a en bouche, elle a aussi une périimplantite. C'est étonnant. Donc, les problématiques aujourd'hui des confrères orthopédistes, on voit leurs patients avec des problèmes de hanches, etc.
d'hypersensibilité parce qu'ils savent que ces patients ne peuvent plus avoir d'autres métaux dans leur bouche et donc ils préconisent aussi des alternatives comme la zircone. Donc cette patiente, nous avons dû lui retirer cet implant, faire un comblement et lui mettre un implant zircone. Mais quand vous regardez de près, vous voyez qu'à côté, vous avez une CCM en chrome cobalt et vous avez un amalgame. Et ça aujourd'hui, ça n'effleure personne. Quand on met un implant titane, aucun de mes confrères dit aux patients, attention, vous avez des différents métaux dans la bouche. D'un point de vue prévention, aujourd'hui, c'est ce qu'il faudrait faire. Demander aux patients d'éliminer les autres métaux avant de mettre un implant titane. En gynécologie, par exemple, il y a eu un scandale sanitaire très important avec des prothèses, avec des implants gynécologiques qu'on appelle Essure, qui ont été mis donc sur le marché il y a quelques années et qui ont été interdits depuis 2017. Et c'est une patiente qui est venue se faire poser un implant céramique qui m'a raconté cette histoire. Je n'étais même pas au courant qu'il pouvait y avoir des implants gynécologiques et donc pour éviter l'ovulation et des systèmes de contraceptifs. Et donc, il est évoqué que ces implants sont mis dans les trompes et l'inflammation va empêcher l'ovulation. Mais le problème de l'inflammation, comme vous le savez, on le voit en dentisterie, c'est qu'il y a des relargages de métal, de nickel. Et donc, à partir de là, les patients souffraient de problèmes neurologiques et de graves problématiques. Ça a été donc censuré depuis 2017, ces systèmes-là. Et je vous conseille de la lecture aussi qui a été publiée par la FDA là, en septembre 2019. C'est dans tous les domaines de la médecine, les risques du métal dans toutes nos spécialités médicales. Et aujourd'hui, le métal, ce n'est pas pour tous les patients. Donc, il faut être conscient de cette problématique. Se préoccuper avant tout de la santé générale de votre patient avant de préconiser un dispositif de santé. Donc, on revient avec le nickel. Dans tous des implants du marché, que ce soit en grade 4, grade 5 ou grade 1, il y a des traces de nickel. Et aujourd'hui, 16% de la population féminine est allergique au nickel et 8% des hommes. Donc, il faut être vigilant. Ces patients, il faut d'emblée leur proposer une alternative et donc les implants zircone. Sinon, vous aurez un phénomène de qu'on associera à de la périimplantite, mais qui est en définitive une allergie retardée. Giancarlo, il y a une question sur l'intérêt de se former particulièrement à l'implantologie zircone. Alors, je répondais que ce n'est pas fondamentalement différent, il y a quelques différences. Et est-ce que vous avez comme projet dans le DU de Corté, ça c'est pour Pascal, un module d'implantologie zircone Alors nous, oui, nous faisons depuis, Pascal m'a gentiment proposé et motivé à enseigner l'implantologie en zircone depuis déjà 4 ans au DU de Corté. On est sur notre 3e session où nous parlons d'implantologie en zircone. Nous allons même poser prochainement des implants en zircone dans le cadre du DU de Corse. Et donc, effectivement, c'est quelque chose qu'il faut informer les praticiens qui apprennent l'implantologie aujourd'hui qu'il y a des alternatives et notamment la zircone. Je répondais à la question en disant que c'est plutôt un concept global qu'il faut intégrer dans l'implantologie zircone, mais techniquement, il y a des similitudes avec le titane. Oui, il y a des similitudes, mais en fonction de chaque système en zircone, voilà, il y a des particularités qu'il faut apprendre. Bien sûr. Pour répondre à ta question, Fabrice, dès cette année, donc, nous entamons donc la 13e promotion à partir du mois d'octobre. Dès la première session au mois d'octobre, Jean-Carl va faire un cours justement en compagnie de Stéphanie Gouéran sur l'intérêt d'utiliser des implants zircone comme étant une alternative au titane. Dès la première session, nos étudiants vont être sensibilisés à ce problème-là. Bravo. Tout à fait. Bravo. Tout à fait. Et donc, c'est vrai qu'il y a très peu de diplômes universitaires qui sont concernés. Il y a le diplôme universitaire de Bordeaux avec Philippe de Châtelard qui fait partie de notre académie qui enseigne là-bas, et donc Pascal Epp qui, à l'université de Troyes, aussi enseigne l'implantologie en zircone. Alors, je reviens sur cet article très intéressant qui est en français puisque c'est nos amis belges
qui l'ont écrit de l'hôpital d'Erasme, et je vous conseille vraiment la lecture de cet article, dont les conclusions sont que la prévalence des allergies aujourd'hui orales aux métaux en dentisterie est liée à la quantité de métaux qu'on utilise, et que les risques d'allergie au titane sont plus importants si les patients sont déjà initialement allergiques à un autre métal, et notamment le nickel. Donc les échecs successifs que nous pouvons avoir doivent nous faire penser qu'il faut préciser avec des confrères allergologues et d'avoir des bilans d'allergologie avant de reposer une indication d'un implant en métal. Ça, c'est très important. Donc, une jeune patiente de 36 ans, patiente pareille, brûlure des muqueuses, de la langue, goût métallique, asthénie, insomnie, j'avais une suspicion d'allergie au niveau par rapport au nickel. Cette patiente s'est fait retirer ses 2 implants du haut à Paris. Et au final, nous avons retiré les implants du bas. Mais ce que je voudrais retenir votre attention sur le fait que parfois, ce qui est impliqué, ce ne sont pas véritablement les qualités implantaires, mais surtout la façon dont ces implants sont traités pour la stérilisation. Et je m'explique avec cette fondation, Clean Foundation, qui a été fondée par Dirk Dudek, qui nous parle aujourd'hui donc d'une fondation qui va tester les systèmes implantaires dans leur procédé de fabrication et de stérilisation, parce que certains systèmes implantaires ont sur la surface du fer, des contaminants, des agents, on va dire, des agents gras, du nickel, des contaminants qui vont faire que le patient va réagir d'un point de vue immunologique à ces surfaces implantaires. Donc, attention aux systèmes implantaires en titane que vous utilisez. Ils ne sont pas tous fiables. Les normes CE et FDA ne contrôlent pas les surfaces, les traitements de stérilisation de vos implants. Et notamment sur les systèmes en zircone aussi, il faut faire le choix des bons systèmes en zircone. Ce n'est pas parce qu'ils sont blancs qu'ils sont tous propres et sans agents contaminants, puisqu'ils peuvent avoir des traitements de surface avec des sablages aussi, avec des particules de métal. Donc, soyez vigilants au choix des systèmes implantaires. Giancarlo, juste une seconde à ce sujet. Il y a une question sur le coût des implants en titane. Est-ce que tu vas l'aborder ou est-ce que tu veux… Zircone ? Oui, zircone, pardon. Dans la dernière partie, on va l'aborder. D'accord, voilà. Je vais vite avancer parce qu'on a trop de temps et j'aborderai la question financière. Donc, la jeune patiente en question, 36 ans, on lui a retiré ses implants du haut. En bas, elle avait malgré tout ces symptômes qui persistaient. Nous avons fait le choix malgré le fait qu'elle n'avait aucune périimplantite, nous avons fait le choix de retirer ses implants. Et les tests d'allergologie ont démontré, le test MELISA a démontré qu'elle avait une allergie très importante ici au nickel. Regardez, donc ici, on est à un index qui est à 46, c'est-à-dire supérieur à 3, donc 46, c'est-à-dire fortement allergique au nickel. Et elle est très allergique au palladium. Donc, cette patiente, grâce à ce test, nous avons donc pris la décision de lui retirer ses implants, de lui faire des régénérations osseuses ici avec de l'allogreffe. Elle ne voulait pas de xénogreffe. Et nous avons posé des implants déjà du secteur 3 et ensuite dans le secteur 4. Et nous avons rétabli un confort de vie pour cette patiente qui nous a largement remercié puisque sa vie avait totalement changé à cause de ces implants. Magnifique. En métal. Regardez la stabilité, on est à 3 ans et la patiente vient tous les ans en contrôle aujourd'hui et elle est ravie. Alors, d'un point de vue esthétique, aujourd'hui, bien sûr, au départ, je disais aux commerciaux, mettre en avant uniquement l'esthétique de vos implants, c'est peut-être une idée intéressante, mais ce n'est pas le point le plus important, à mon sens, l'esthétique de la zircone, c'est surtout le fait que ce soit un matériau totalement inerte. Mais si on parle d'esthétique, aujourd'hui, ce jeune patient de 18 ans que j'avais traité en 2009, ici, aujourd'hui, on a un recul
maintenant de 12 ans. Regardez le résultat clinique et la maturation des tissus autour de cet implant en zircone. Alors, la difficulté des implants monoblocs, c'est qu'effectivement, il va falloir corriger les implants en vestibulaire, puisque ces implants, on ne va pas pouvoir les mettre comme un implant vissé, qui va sortir dans la face singulaire. Il faut le mettre plus proche de l'axe d'une dent naturelle, et donc, il va falloir corriger cet implant. Et ici, le système Z va nous permettre de pouvoir, avec des fraises en diamanté bague rouge, on va pouvoir faire une préparation coronopériphérique. Ici, une technique de lambeau par une technique de rouleau. On a pris du tissu kératinisé palatin, on l'a fait rouler en vestibulaire, on a mis l'implant, on a fait une préparation coronopériphérique, on a mis le provisoire immédiat en sous-occlusion, et donc on arrive à obtenir des résultats totalement fiables. Et on a dû faire une petite éviction ici. On avait même trop de tissu. Et regardez donc la cicatrisation, l'environnement des tissus. On a plus de plaques sur les dents naturelles que sur la zircone. Et on a pu obtenir un résultat fiable ici à 6 ans, ici à 10 ans. Et regardez l'exceptionnel résultat. Sans augmentation, juste avec une technique de rouleau tissulaire. Ici, ce patient, vous allez voir donc le film de cette intervention, parce que l'approche des implants en zircone en une partie est quand même assez délicate. Effectivement, il faut bien réfléchir en 3 dimensions. Le pilier, il y a très peu de corrections possibles. Et vous allez voir comment nous avons pu traiter ce patient. C'est un patient des Alpes, qui est un patient bio, que je qualifie de bio, il y a une catégorie de patients qui vont vous consulter, qui veulent bien manger, bien se nourrir, bien être traités, avec des matériaux qui vont moins leur causer de problèmes. Et c'est ces patients-là qui veulent aussi avoir de la phytothérapie, et notamment Stéphanie, que je salue, qui va avec moi faire le premier cours à Corté, où elle va aborder le sujet de la phytothérapie en implantologie, et notamment chez ces patients-là qui ne veulent pas d'antibiothérapie. Voilà, c'est le cas clinique. Vous voyez une concavité vestibulaire, et vous allez voir donc le film de cette intervention. Donc là, nous avons prévu de poser le système implantaire. L'implant, donc, c'est un implant de diamètre 5. La dent est assez volumineuse. Donc, on a fait le choix d'un diamètre 5. C'est un implant Z-System Z5M. Il y a le son là. On va peut-être baisser le son. Alors voilà, donc la particularité du système Z que j'apprécie vraiment, c'est l'utilisation de toute l'instrumentation en zircone. Et donc vous n'avez pas de transmission de chaleur, pas de risque de particules de métal. Et donc là, vous avez différentes vues du forage. Ici, on passe le forêt 3,85 et à peine le forêt de 4,25. Un forêt d'évasement, et nous allons insérer l'implant. Et avec la piezo, nous allons nettoyer cette zone-là au niveau de la concavité, puisque nous allons aussi simultanément faire une régénération osseuse au niveau de la concavité. Le matériau qui a été utilisé pour l'augmentation n'est pas de la xénogreffe dite de l'autogène, c'est du symbiose. C'est de l'algue rouge. Les patients bio, que je qualifie de bio, sont des patients qui veulent des produits totalement naturels. C'est de l'hydroxyapatite d'algue rouge. Et ici, des sutures qui vont nous permettre de stabiliser la membrane et le matériau. Et la préparation que vous avez vue ici très rapidement avec des bagues rouges. Vous voyez le problème occlusal. Ici, vous voyez la latérale qui bouge. Comment tu gères la provisoire là sur des patients comme ça, effectivement, c'est extrêmement délicat de mettre un provisoire immédiat. Donc, on met une gouttière
comme Invisalign avec un cache, une centrale, et le patient porte cette gouttière avec ce provisoire. Grâce à cette gouttière type Invisalign, maintenant la plupart des patients ont ce type de système, donc ça ne pose pas de problème. Et là, on met une bague qui va permettre de maintenir les tissus à distance et regarder donc les tissus mous à ce stade, et c'est vraiment juste superbe, quoi. Ouais, parce que aujourd'hui, ayant fait quand même depuis 26 ans des implants titane, j'ai pas trop le souvenir d'avoir la qualité de ces tissus et aussi peu d'inflammation. Voilà le résultat de Valérie Thomas, et consoeur avec qui je fais essentiellement des implants en céramique, complètement acquis, fait écose à zircone. Et voilà le résultat avant et après avec la ROG simultanément. Alors, on va finir avec 2 cas complexes très rapidement et je vais conclure. Ici, on peut traiter aussi des cas complexes. Ici, cette patiente avec perte de dimension verticale, elle a eu des implants titane qui sont sans cesse en train, avec des problèmes de mucosite, et on a traité à plusieurs reprises, décontaminé, fait des greffes épithélo-conjonctives, mais elle me dit cette fois-ci, je ne veux plus de métal dans ma bouche. Donc, on est parti sur la solution d'implant zircone. Le confrère Philippe Miras a fait un provisoire immédiat avec un projet esthétique. Il m'a confié les provisoires latéraux et nous avons fait une mise en charge immédiate sur les secteurs latéraux en mettant 3 implants à gauche en 23, 25, 26 et à droite en 14, 16. Nous avons donc juste mis des provisoires sur les zones esthétiques. Et voilà le résultat de la cicatrisation sur ce cas, qui est toujours en provisoire. Et voilà donc la cicatrisation. Les bridges sont terminés en haut et le confrère va bientôt terminer les provisoires antérieurs. C'est les cas parodontaux comme cette patiente-là. Il nous arrive aussi de faire extraction, implantation immédiate, bien sûr après avoir géré l'assainissement parodontal. Et nous avons mis 5 implants en mise en charge immédiate avec technique de régénération osseuse et PRF. Et le jour donc de la chirurgie, nous avons pris les empreintes, nous avons fait préparer au laboratoire des index en résine pour corriger les moignons, parce qu'on avait dû prendre une angulation pour éviter l'émergence. Et voici le provisoire immédiat qui est mis en place le jour même. Donc on peut faire comme en implantologie au titane, exactement la même chose, c'est juste une question on va dire de courbe d'apprentissage, comme tout nouveau système implantaire. Voilà ici le travail d'une armature qui a été fait brédante, donc qui donne une certaine résilience, c'est du PIC qui a été réalisé, puis des couronnes céramiques collées. Superbe travail de Stéphanie qui a pris des empreintes optiques pour réaliser ce bridge en céramique, et des couronnes qui sont individualisées et collées sur l'armature en PIC. Voilà le résultat. Vous voyez donc la problématique, c'était ici l'émergence. Alors ici, on a perdu un petit peu d'os, effectivement, mais compte tenu de l'extraordinaire étanchéité de la muqueuse, je ne pense pas qu'on aura de problème de périimplantite. À l'inverse, un implant titane m'aurait beaucoup plus inquiété. En conclusion, l'implantologie en zircone et l'implant en zircone est totalement comparable à mon sens et à notre sens, je parle au nom de l'Académie, en tout point au niveau biologique, mécanique, esthétique. Cet implant représente une vraie alternative au titane. Bien entendu, avec ces problématiques de périimplantite, je pense qu'il faut savoir diagnostiquer quel est véritablement le problème de périimplantite, s'il y a vraiment un problème de périimplantite ou si ce n'est pas une allergie qui nous a échappé au départ. Et c'est pour ça qu'avec mon associé, tous les patients aujourd'hui que nous recevons avec des périimplantites, avant de décider d'un quelconque système implantaire, nous allons faire avec un allergologue un test, un patch test pour vérifier s'il n'y a pas une allergie méconnue à un métal avant de reproposer un traitement implantaire au patient et de l'orienter sur un autre matériau.
Il faudra bien sûr être très vigilant au départ lors de votre première consultation avec ces patients qui ont des maladies auto-immunes, des risques parodontaux aussi. J'aurais tendance à motiver les patients parodontaux à choisir ces matériaux en zircone. Voilà, je voulais vous remercier. Je sais peut-être qu'il y a peut-être des Ouais, il y a des questions. questions, Jean-Carlo. Voilà. Sur le coût des implants, l'aspect financier, et est-ce que tu peux revenir sur cet aspect communication autour de la zircone et ta première consultation, comment tu abordes le cas concrètement, et l'aspect financier? Alors, l'aspect financier, en définitive, si aujourd'hui, il faut comparer ce qui est comparable. Déjà, j'utilise que des systèmes de référence implantaires en grade 4. Donc, un système de référence implantaire en grade 4, il a un certain coût. Hein. Nous, on l'achète à un certain coût. Donc, effectivement, en cabinet, que ce soit Pascal, toi ou moi, on a un coût de l'implant. En tout cas, on facture un implant à un certain coût. Mais aujourd'hui, en termes de positionnement de l'implant zircone, il est positionné, pilier compris, à 50 € de plus que l'implant titane. Donc, il ne faut pas que ce soit un frein pour le patient de choisir un implant zircone. C'est vrai que le patient vient souvent et nous dit « Ah, docteur, je sais qu'il y a des implants en céramique, mais ça doit être plus cher. » Je dis « Non, il y a 50 € de différence. »« Ah, docteur, ça va, vous me rassurer. » Donc, je pense que dans le terme de positionnement, il faut quand même réfléchir en termes d'implant pilier, coût implant pilier, c'est-à-dire facturation implant pilier titane par rapport à un implant zircone, de manière à ce que ce ne soit pas dissuasif pour nos patients. Ça, c'est sur l'aspect financier. Le deuxième aspect, c'est aujourd'hui, il est clairement établi, en tout cas pour la plupart des patients que j'ai reçus en consultation, je reçois de plus en plus de patients en détresse qui viennent de toutes les régions, et notamment Pascal Epp, qui est en Belgique, reçoit aussi des patients qui viennent de France, qui viennent de partout. Donc, parfois, il y a un patient, la dernière fois de Monaco, il me l'a adressé, il m'a dit « Non, non, mais ne venez pas jusqu'en Belgique, allez voir Bianca. » Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il faut comprendre que ces patients, aujourd'hui, il faut être à l'écoute. Beaucoup de mes confrères qui voient des patients avec leur raconter des symptômes ne les écoutent pas. Ça finit toujours ah, mais ça doit être psychologique, allez voir un psychothérapeute. Or, les patients, s'ils se plaignent, c'est qu'ils ont une véritable souffrance. Alors, soit on ne veut pas les entendre, soit on ne les a jamais informés que ça existait, mais ce sont des patients qui souffrent. Et donc, je pense que le but de notre académie et de l'information qu'on essaie de transmettre, c'est de dire que le titane, ça marche bien, mais que sur certains patients qui sont fragiles, que nous devons diagnostiquer au départ, eh bien, ce n'est pas un matériau de choix. Le matériau de choix serait, pour ces patients-là, un matériau totalement inerte comme la zircone. Donc, ce discours d'information, tu le tiens à tes patients qui viennent pour de l'implantologie, quel que soit le profil qu'ils ont, ou tu vas déjà Alors, je ne leur présente pas l'implant blanc et l'implant gris comme certains confrères font avec des macromodèles. Vous voulez le blanc ou le gris? Non. Ça, j'ai horreur de cet état d'esprit et cette démarche. Je me préoccupe déjà de l'état de santé général du patient, de l'état parodontal du patient. Est-ce que voilà. Et ensuite, on aborde la question des matériaux. Parce que je parle toujours des matériaux que j'utilise, et même pour le titane, je mets en avant l'idée que je n'utilise pas de l'alliage, mais du titane pur. Donc, il faut que les patients comprennent ce qu'on leur met dans la bouche. Il faut que les patients soient au courant. Il y a une telle diversité des tarifs aujourd'hui, même sur les implants titane, que les patients ne comprennent pas. Donc, et ensuite, on aborde les questions, bien sûr, de la qualité des matériaux et les avantages et les inconvénients. Mais je ne le présente jamais en disant ben, « Regardez, je vais vous mettre celui-là, il est plus blanc, donc plus esthétique. » Non. Il est plus joli. D'accord. Bon, il n'y a pas d'autres questions là qui arrivent. Donc, Eh bien, écoute, Jean-Carlo, je te remercie pour cette superbe présentation. Et donc, j'encourage, en dépit des arguments
cette excellente revue de littérature que tu as faite pour justifier donc l'intérêt d'utiliser des implants céramiques. J'encourage donc tous les participants à aller consulter tous ces articles, à aller lire ces articles qui sont vraiment très très riches d'enseignements. Je vous garantis que pour ma part, je m'y suis intéressé il y a quelque temps et je vous avoue que ça fait vraiment réfléchir. Ça fait vraiment réfléchir et on se dit vraiment que toutes les convictions que nous avons jusqu'à maintenant, elles doivent impérativement être remises en question. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Hein. C'est vraiment sûrement quelque chose d'intéressant qu'il faut vraiment creuser. Aujourd'hui, donc, on ne sait pas trop si c'est l'inflammation bactérienne qui entraîne, l'agression bactérienne qui entraîne une inflammation, qui entraîne un relargage d'ion titane, ou bien est-ce que c'est la présence d'ion titane qui déclenche la réaction inflammatoire qui va entraîner la perte osseuse. Il y a peut-être un truc que je ne sais pas si tu en as parlé, mais il y a une publication de Daubert qui montrerait que la présence d'ion titane modifierait le microbiote autour de l'implant. Ce qui voudrait dire que ces implants titane, ils créeraient donc des conditions qui favoriseraient le développement de certaines bactéries que l'on retrouve en quantité importante dans la flore périimplantaire, en cas de périimplantie. Donc, vous voyez, c'est encore une option, ça. Donc, aujourd'hui, il y a des tas de raisons qui nous font penser que vraiment, le titane, il aurait quelques effets délétères et des effets favorisants d'une façon ou d'une autre le développement et la progression de la périimplantie. Donc vraiment, il y a vraiment quelque chose à creuser. Hein. Donc merci encore Jean-Carl, merci Fabrice, et je vais en profiter quand même 2 secondes pour vous donner rendez-vous. Jean-Carl vous donner rendez-vous au mois d'avril à Bruxelles pour le prochain congrès de l'association, l'Académie européenne d'implants céramiques. Pour ma part, je peux partager mon écran, Loïs, c'est possible? D'accord. Pour vous donner rendez-vous donc pour le 13e symposium international d'implantologie que nous organisons, que l'Université de Corse organise en collaboration avec l'Association dentaire Corse, présidée par notre ami Martial Roquezagne. Vous verrez que nous accueillerons donc à cette occasion à Portici au mois de mai 2015 2 générations de speakers internationaux. Vous voyez que nous aurons donc un panel vraiment d'une qualité rare. Oui. Et donc, je vous encourage fortement à aller visiter le site de l'Association dentaire Corse pour déjà prendre connaissance des détails de ce programme et pour vous y inscrire. Voilà, merci encore, merci beaucoup, merci Jean-Carl, merci Fabrice, merci Pascal, merci Pascal, Fabrice, merci Loïs, Nobel, Camlog et Z-System, et je donne donc rendez-vous au mois de septembre pour une reprise un peu plus joyeuse, je pense que celle que vous avez connue il y a 3 semaines. Donc merci encore et à bientôt, et prenez soin de vous. Voilà, au revoir. Au revoir. Merci à tous les partenaires, à bientôt. Allez, à bientôt. Au revoir.